Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, et bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir. Si vous me découvrez, vous pouvez déjà vous abonner, juste en dessous. Après, au fur et à mesure des minutes qui vont passer, si vous appréciez, vous pouvez à ce moment-là soutenir par un j'aime, et pourquoi pas trouver l'espace des commentaires, pour mettre un petit message, et je vous lirai avec attention. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'histoire de la gauche caviar, de Laurent Geoffrin qui, dès le début, nous met l'oxymore de la gauche et du caviar. D'un côté, et la gauche qui veut entendre le peuple lutter contre la paupérisation, favoriser à ce qu'il y ait finalement une montée en gamme de celle-ci pour qu'il y ait une répartition des richesses et que l'égalité se forme. Alors que de l'autre, le caviar est un produit assez rare, de luxe, qui coûte une blinde, accessible à la bourgeoisie, à ceux de la finance qui ont dépossédé de leur labeur, de leur travail, eh bien les ouvriers, les employés et tout autre salarié encore. Donc, nous sommes sur des concepts qui ne peuvent pas s'emboîter. Ils se font front et pourtant, on retrouve le symbole de la gauche, caviar, et comme nous le dira Laurent Geoffrin, il n'en reste que le caviar, et en plus, ils ne savent même pas le déguster. Là où ce produit de Russie était apprécié pour ses grains que l'on faisait rouler sous la langue, la nouvelle bourgeoisie, celle qui se veut dans la bien-pensance, etc., on consomme à la louche. Sous-entendu, elle n'a aucun principe. Elle ne sait pas se tenir. Elle n'a pas la maîtrise du comportement adopté. Et plus loin, il nous dira, ces socialistes gauchistes, en public, c'est des orateurs pour le peuple. Revendiquer des droits, faire en sorte que les salaires soient évalués à la hausse, c'est encore défendre certains bonus et bien d'autres choses qui peuvent exister dans différentes branches de métier. Et donc ils vont être là à parler de manifestations, de monter des fédérations, d'être également dans des syndicats pour revendiquer des droits, même s'infiltrer pourquoi pas dans les sphères politiques, mais en arrière-plan, la même bourgeoisie est là dans des dîners mondains, avec des personnes assez riches, et l'entre-soi qui est présent. Ça parle de littérature dans ces soirées, ça va également apprécier, échanger sur le théâtre, sur la musique. Et entre quelques anecdotes, ça y joint quelques propos pour le peuple, et bien souvent c'est pour s'en moquer, le tourner en discrédit. Ou encore, amis des patrons à dire que les salaires sont trop élevés. Quand en public, ils appellent à des revendications pour les augmenter, en privé, quand ils sont entre eux, ils disent non, 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 faudrait les mener à la baisse. Et c'est les mêmes personnes que vous retrouvez à favoriser des conseils par les cabinets type McKinsey qui interviennent dans des entreprises pour tout saboter. Dire là, on vous facture pour euh, réduire les formations, et le temps de formation, on va gagner dessus, vous ferez un bénéfice. Le nombre d'employés, là, on va mettre plus de charges à ces trois quatre personnes et on va supprimer un poste et bien d'autres choses. Et à partir de là, on voit qu'en fait, ces destructeurs, ces personnes qui nous déracinent, sont les mêmes acteurs qui vont nous dire que eux sont la solution. Sur différents plans. Sur le côté économique, sur la pérennité ou non de la nation, sur l'entreprise, lui donner un accès, on va dire, pour l'avenir et bien d'autres choses. C'est les mêmes personnes qui travaillent au greenwashing, à mettre un peu plus à chaque fois de normes et de conditions à respecter. Comme ça, les employés sont obligés finalement de ne pas revendiquer plus de droits puisque l'employeur a encore des dépenses pour se mettre à jour, pour finalement respecter le cahier des charges qui lui est imposé. Et là, on atterrit dans le drame. À la suite de tout ça, on s'est rendu compte, en ces quelques pages, puisqu'on n'est qu'à la 26e, que ils sont à la fois amis des patrons, ces gauchistes, et en même temps les pires adversaires, puisque capables de mobiliser les gens, les foules, et de créer de l'inactivité, voyez-vous, en bloquant les usines et ce genre de choses. Et après, on se rendait à la page 25-26 en parlant de Tiberius Gracchus, ou Gracchus. Donc ça remonte, hein, du temps des Romains. Il se balade à cheval, et il s'aperçoit d'un truc. Les gens sont assez squelettiques, il y a des terres en jachère, en veux-tu, en voilà. Et alors il se dit, mais là, en fait, on peut faire d'une pierre deux coups. Revendiquer des droits pour le peuple, comme quoi on leur rend le foncier accessible, et en même temps, on va favoriser à ce qu'ils travaillent cette terre, comme ça va créer de la richesse
de la production et donc plus de marchandises. Qui dit plus de marchandises pour l'Empire inclut du pouvoir en plus, et donc il y a tout intérêt à faire ça. Bon, dans un premier temps, il va se mettre à l'action et finalement il sera rejeté par la société et les gens vont se retourner contre lui et décédera plus tard. 10 ans après, on a son frère Caius qui, au terme d'une longue conquête politique, trouve à son tour une place éminente dans les institutions et pousse en avant un nouveau projet de réforme agraire. Il se heurte à la même opposition et connaît lui aussi une fin tragique. Aristocrate devenu héros du peuple, militant pour plus de justice et de raison dans la République romaine, les Gracques sont restés des personnages mythiques dans la saga des opprimés. Férus d'histoire antique, les révolutionnaires de 1789 s'y réfèrent sans cesse, pour célébrer ou rejeter les premières mesures partageuses qu'on ait prises dans l'histoire humaine. Les Gracques, à certains égards, sont les premiers socialistes connus, et leur révolte venue d'en haut se produisit longtemps avant celle de Spartacus, cet opprimé, héros des opprimés. Afin de montrer sa détermination et sa volonté de remettre en question l'ordre des propriétaires, on a Babeuf qui prit le nom de Gracchus avant d'organiser la conspiration des égaux qui voulait dépasser Robespierre en matière de réforme sociale. Je vous avais fait la fois précédente un petit comparatif avec Nesta Webster et la Révolution mondiale. On retrouvait ces acteurs dont le babouvisme par Babeuf et bien d'autres encore, je sais plus, Leblanc, je crois, il y en a d'autres comme ça qui... Robespierre, pareil, en termes de la rédaction des droits de l'homme et du citoyen, et de bien d'autres en tout cas qui sont organisés à la conspiration pour soi-disant donner plus de pouvoir au peuple. On date généralement de ce complot de 1797, l'origine du mouvement ouvrier, qui se fonde sur l'injuste inégalité des classes pour remettre en cause la propriété privée. Ainsi, les précurseurs du socialisme prirent-ils le nom de 2 aristocrates romains pour parrainer leur mouvement. Déjà la gauche caviar faisait école. Et on se rappelle que ces personnes qui luttent contre le droit de la propriété, aujourd'hui on les retrouve encore. C'est-à-dire que là, on avait Tiberius Gracchus qui, lui, trouvait ça inaccessible, finalement, que certains aient des terres mais qui ne les entretiennent pas, etc. Eh bien, dans la continuité, après, on a 1789, un renversement de la bourgeoisie, du royalisme et de bien d'autres choses, pour récupérer les châteaux, s'attribuer toute la richesse, et donc vivre, finalement, de ce qui avait déjà été volé au peuple. C'est ça qui était dit dans un des livres, je ne sais plus lequel. Il y avait cette idée, il me semble même partagée par Engels, il me semble. Et on retrouve donc, pareil, dans Nesta Webster, autre idée, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut éviter de trop condamner les gens qui vont faire des vols, des cambriolages et ce genre de choses, parce que ça permet de répartir les richesses. Donc il faut favoriser, c'est-à-dire que si on peut mettre quelques réprimandes, mais sans être trop virulent, c'est-à-dire éviter d'enfermer les acteurs de cette crise-là, ceux qui cambriolent, qui volent à l'arraché, ce genre de choses, il faut le laisser faire. Ça redistribue le pouvoir des riches à d'autres plus pauvres. C'est ça qui était dit. Et la dépossession de la terre, on la retrouve également scandée et réclamée de tout cœur par le World Economic Forum. George Soros, comment il s'appelle l'autre là, World Economic Forum, ils ont tous de toute façon des noms, voilà, dans cette dimension-là, Klaus Schwab. Eh bien, l'agenda finalement continue sa route, hein, et on le voit, aujourd'hui, il y a énormément de logements qui sont vides, des logements secondaires, des personnes qui ont acheté plusieurs biens, entre autres parce qu'ils sont de la génération des boomers. Donc à leur époque, ça coûtait pas cher. Aujourd'hui, ils ont mis en location, ils se sont fait un pognon de dingue, ils ont réinvesti dans d'autres logements qu'ils ont laissés vides, et comme ça permet d'augmenter le coût de l'immobilier. Et également, le prix de location qui suit. Si le mètre carré augmente, eh bien, de facto, le locataire, pareil, il paiera plus cher. Ça suit le marché. Et donc, ça signifie que ils ont tout intérêt à avoir plein de biens qui vont être en Airbnb, peut-être jamais loués ou autres, parce que comme ça, quand ils vont vendre leur propre
parc immobilier, ils vont faire des richesses. Et alors, il y a une gauche qui à la fois favorise ça et en même temps le dénonce. Elle dit aujourd'hui, il faudrait tout simplement récupérer ces logements vides et loger les personnes de dehors, sans abri, immigrer également, aux frais de la princesse, c'est-à-dire de la République et donc des citoyens français. Puisque ce ne serait pas une réquisition où on t'enlève ton patrimoine. Ça serait une réquisition contre contribution. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se loger, c'est une galère. Et là, encore une fois, on entendra les gauchistes, avec leur humanisme, nous dire que nous devons accueillir la planète entière. Mais par contre, quand tu leur expliques que si c'est bien le cas, l'immigration est en train de ruiner le modèle économique du pays et plonge finalement dans la dépression certains qui ne peuvent pas accéder au logement, mais dans la pauvreté des personnes qui, à force d'attendre, finalement, perdent même leur travail ou autre et se retrouvent à la rue. Ou encore des personnes comme moi qui attendons 3 ans, 4 ans ou plus pour obtenir un logement au loyer modéré. Parce qu'il y a toujours les priorités assez privilégiées d'immigrés qui arrivent, qui n'ont rien sur le papier, mais qui pourtant ont leur famille ici, etc. Mais profitent de failles administratives qui leur sont une sorte de grâce, quoi. Donc oui, plus il y a de gens qui viennent sur un territoire où on a du mal à construire des logements, où il y a certains logements qui sont vides, où il y a trop d'Airbnb, etc., plus le loyer va augmenter. Et dans ces cas-là, eh bien, pourquoi on n'arrête pas voyez-vous, on ne met pas une limite à cette immigration? Parce que souvent, vous voyez sur Twitter ou les gauchistes, ceux qui se veulent bien, c'est pas l'immigration qui va te ruiner dans ta vie quotidienne. Bah si, l'immigration crée l'insécurité, elle participe en tout cas grandement. L'immigration est en train de bouchonner ce qui est de l'accès au niveau des logements, parce qu'en plus, ils sont prioritaires sur ce loyer modéré. L'immigration est en train finalement de ruiner notre modèle économique par également les frais qu'elle coûte en termes de RSA, d'AAH, d'aide sociale, d'ASPA, allocation solidarité personnes âgées, de ces APL pour payer leur loyer comme ils ne travaillent pas, pour bon nombre. Et je peux continuer comme ça. Des subventions par milliards qui vont. Donc si la présence de centaines de milliers d'immigrés qui viennent chaque année est en train de m'impacter dans ma vie quotidienne. Mon loyer est plus cher, mon accès aux soins est plus compliqué, la disponibilité des médecins tout autant, la sécurité n'en parlons pas, et je peux comme ça tirer la liste encore pour des jours et des jours, tellement il y a de choses à énumérer. Donc revenons à ces gens, le babouvisme, etc. Les frères Gracchus présentent tous les traits qu'on prête aujourd'hui à la gauche caviar. Ils en forment l'archétype, le modèle, la préfiguration. Ils sont riches et gardent pendant toute leur aventure le statut et le confort qui s'attachent à la condition nobiliaire. Rien ne les prédispose à prendre cette attitude. Rien sinon l'intérêt, la fascination pour des doctrines nouvelles, plus altruistes et plus rationnelles. C'est la force des idées qui explique la saga des Gracques et non le déterminisme froid des structures sociales. Pour un Bourdieu, l'histoire des Gracques est incompréhensible. Elle ne correspond en aucun point à la théorie de l'habitus et des champs de pouvoir qui font la base de sa sociologie marxisante. Leur choix est individuel. Il ne découle pas de la logique des intérêts qui sert depuis si longtemps de clé d'interprétation historique à la gauche officielle d'origine marxiste. Comme la plupart du temps, ceux qui s'engagent sur la foi d'une impression et d'un raisonnement, les Gracques échappent aux catégories simples de la lutte des classes. Ils arrivent très souvent, voyez-vous, fort heureusement, donc il arrive très souvent que les hommes n'adoptent pas les idées de leur intérêt. Ils sont plus libres que ne le pensent les philosophes de l'histoire. Certains d'entre eux peuvent infléchir le cours des choses. C'est aussi l'ambition qui les meut. De leur projet égalitaire, les Gracques veulent faire un tremplin pour la conquête du pouvoir. Portés au sommet par la faveur populaire, ils manœuvrent pour écarter l'ancienne génération et réformer les institutions romaines à leur profit. Leur idée, faire pièce au Sénat, gardien des traditions aristocratiques et républicaines, en s'appuyant sur le tribunat, lui-même fondé sur une assise populaire, est une idée d'avenir qui peut générer Rome, mais qui peut aussi la perdre. Bien plus tard, Octave, pour devenir Auguste, le premier empereur, recourra à la même tactique, cette fois au profit non du peuple, qui fut sa dupe, mais d'une dictature personnelle. C'est là même que les vieux sénateurs accusaient les Gracques de vouloir instaurer cette dictature. Toujours l'ambivalence de la gauche d'en haut
qui se mobilise pour un idéal, mais n'oublie jamais qu'elle a été formée avant tout au jeu du pouvoir. Sens de la nouveauté politique, autant que des lois anciennes de l'ascension sociale, lutte des classes et lutte pour les places. Ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de places. Donc ils veulent récupérer celle-ci. En fait, ce qu'ils visent, c'est le pouvoir. Et de temps en temps, vient s'y agréger une belle pensée pour le peuple. Mais c'est rare, hein, ça c'est vraiment le bonus, quoi, c'est ce qui prime. Volonté de sauver l'essentiel aussi. Les Gracques agissent pour le compte du peuple, mais ils ne s'y dissolvent point. Ce sera la troisième caractéristique de la gauche caviar dans l'histoire. Elle ne passe pas avec armes et bagages de l'autre côté. Elle ne vit pas parmi les pauvres et évite soigneusement les vocations extrémistes. Ça me fait penser, c'est plus loin dans le livre, cette gauche qui sort en mobilisation, donc en manifestation, et une fois que 14h, 18h ont sonné et sont passés, ils retournent dans leur confort. Et ils ne vont pas vivre avec les prolétaires. Non, non, non. Pourquoi? À quoi bon? Ils préfèrent être entre eux, entre riches. Dans les beaux quartiers, là où il n'y a pas de bruit le soir, où leur sommeil ne sera pas interrompu par des cris, par des klaxons, ce genre de choses. Les solutions raisonnables proposées par les réformateurs issus de la classe dirigeante sont dénoncées comme un faux semblant, une tromperie à masque social, une ruse des puissants. Aussitôt, on agite l'adage du guépard. Dans un roman, puis dans un film également célèbre, cet aristocrate sicilien, cynique et fort, ouvre ses salons à la bourgeoisie montante pour sauvegarder son pouvoir et ses propriétés. Pour que rien ne change, il faut que tout change. Bouleversons les apparences, la réalité en sera mieux préservée. La gauche caviar dans l'histoire ne serait plus qu'une garde rouée de l'ordre établi, un paravent de conservatisme. Feu sur les réformes, elle retarde l'avènement de la révolution. Feu, donc, sur la gauche caviar, en prêchant les concessions inévitables, elle sauve le pouvoir. Pour que tout change, il faut que rien ne change. En fait, on le verra, les réformateurs de la gauche bourgeoise sont souvent sincères. Ils ne croient pas à l'utopie révolutionnaire et veulent épargner à la société, sans doute par intérêt, peut-être par lucidité, les épreuves de l'insurrection armée. Ils croient à l'amélioration progressive et non au grand soir. Dans les rangs de la gauche caviar, on constatera se recrutent beaucoup de grands réformateurs. L'histoire, souvent, leur rend justice après coup. En voulant la société romaine plus juste, les Gracques eussent sans doute mieux assuré la République que le peuple aurait soutenu, parce qu'il y avait intérêt. En annulant les réformes, en tuant ses promoteurs, l'aristocratie romaine a miné sa puissance. Le peuple s'est divisé. Une partie l'a abandonné au profit des démagogues et des dictateurs. Cicéron, qui défendra jusqu'au bout la République menacée par César, puis détruite par Octave, ne disposera que de son pouvoir sur les sénateurs, c'est-à-dire sur la classe dirigeante. Pour sauver les institutions romaines, César puis Octave seront joués de la faveur du peuple pour détruire les libertés romaines. En réconciliant le peuple et la République, les Gracques auraient prévenu l'entreprise des candidats à l'Empire. Ils auraient sauvé l'essentiel. Comme toujours dans la politique occidentale, qui reproduit si souvent les schémas des anciens. Ce qui s'est vu à Rome se verra dans l'époque moderne. L'histoire de la gauche caviar n'est pas seulement ancienne, elle est constante. Rappelez-vous que Rome est aussi tombée parce que dans leur armée, ils avaient voulu inclure, ils ont même inclus d'ailleurs, les barbares, et qu'ils ont fait rentrer énormément d'Africains dans leur peuple. Ça s'est détruit de l'intérieur. Ok, donc nous sommes au chapitre 2, page 31-32. Car ces gens bavardent sur un volcan, avec la plus grande gaieté en défaisant une à une les bases culturelles, intellectuelles, philosophiques de la monarchie absolue et du catholicisme romain. Ils prononcent en phrases spirituelles l'arrêt de mort du vieux monde. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle à Paris, à quelques décennies de la Révolution. Là est vraiment née la gauche caviar. Dans le salon de Madame Dudefend ou dans celui de Madame Geoffrin, au milieu du luxe et du raffinement, on mûrit les idées nouvelles et on fait faner les vieux principes. On objectera qu'il n'y avait à l'époque ni gauche, ni caviar. Les œufs d'esturgon se gâtaient bien avant de parvenir à Paris et restaient l'apanage de quelques boyards. Quant à la gauche, ce n'était pas une dénomination politique. Les partis n'existaient pas.
et il faudra attendre la Révolution pour que le président de l'Assemblée, soucieux de clarifier les débats, place à sa gauche les partisans des idées nouvelles et à sa droite les tenants de l'ancien régime. Pourtant, l'anachronisme est légitime. Après tout, les ortolans et les chapons tenaient le rôle du caviar et, surtout, les idées des écrivains et des philosophes accueillis dans ces salons, la raison, l'égalité, la liberté, la réforme politique et sociale, le recul du pouvoir clérical ou encore la critique de l'absolutisme seront propres à la gauche pendant de longues décennies. Après le raidissement conservateur des dernières années de Louis XIV, quand Madame de Maintenon avait mis le roi Soleil sous l'éteignoir du dogme catholique, la Régence et l'avènement de Louis XV avaient libéré la pensée, sinon la société. Dans le prolongement de l'humanisme retrouvé à la Renaissance, une cohorte d'écrivains, de savants et de philosophes, brillants, créatifs, géniaux pour certains d'entre eux, avaient commencé de libérer l'esprit humain de la gangue des traditions. Diderot, Voltaire, Rousseau, d'Alembert étaient l'ornement de la bonne société avant d'en être les destructeurs. Autour de leurs idées, plusieurs jeunes femmes de l'aristocratie parisienne avaient réuni une brillante société qui se retrouvait à heure fixe pour parler, écouter, rire et réfléchir. Les plus grands seigneurs fréquentaient les penseurs qui conspiraient à leur perte. Ils adoraient cela. La liberté de l'esprit, loi unique de ces agapes luxueuses, était furieusement à la mode, et l'on n'aimait rien de plus qu'un bon mot contre la cour, une admonestation au roi ou un raisonnement scandaleux pour l'Église. Plutôt que sur la tradition, la monarchie et la religion, on voulait fonder l'ordre social sur la raison et sur la liberté. L'individu, maître de lui-même et de ses droits, qui prenait son envol dans le rayonnement des Lumières, serait l'atome de la société nouvelle. Il jetterait bas comme autant de superstitions les ordres, les corporations, les préjugés et la morale cléricale. Mais, en tirant les plans de l'avenir, chacun prenait soin de jouir du présent. Les philosophes avaient besoin des grands pour leur protection et de subsides pour leurs plumes. Ils goûtaient la bonne chair, le confort des hôtels particuliers et le brio des femmes bien nées. S'ils voulaient le bien du peuple, c'était après s'en être extraits pour gagner leur place à dîner auprès de leurs nobles amis, compensant leur absence de particules par le niveau de leur conversation. Ça fait penser à ce qui est dit plus loin dans le livre, cette gauche qui sort, qui se mobilise de 14h à 18h pour déambuler dans les rues, et puis après retourne dans son confort. Ne veut pas vivre avec les prolétaires et dans des lieux assez sécurisés. Cette gauche, elle ne sera pas interrompue dans son sommeil par des cris dehors, par des klaxons, par ce genre de choses. Leurs quartiers sont plutôt calmes. Ils préfèrent être avec les personnes, on va dire, hautement civilisées par l'accès à la richesse, à l'éducation et à bien d'autres choses encore. Allons à la page 36. Ah, j'avais peut-être mis 30... Ouais, c'est ça. 36. Ce qu'on disait à Paris prit une importance soudaine dans le royaume. Ainsi, l'activité des artistes et des écrivains se trouve tout à coup en oubli. Prenant son autonomie, la ville conquiert son indépendance intellectuelle. La réfutation des vieux principes et l'établissement des bases morales nouvelles pour la société deviennent le souci de tout ce qui pense, écrit et discours. Chaque jour, les avancées du savoir contredisent les enseignements du catholicisme. Le ciel, la terre, la nature et même la société s'organisent selon les principes rationnels et non en vertu de la parole divine, en tout cas telle que la fixent le pape et les évêques. Les maximes de l'Église et les édits du roi ne sont déjà plus écritures sacrées. On peut, on doit les mettre en question. Toute réaction des autorités semble fâcheuse, surannée, illégitime. Les historiens marxistes lient à la montée économique de la classe des fabricants, des marchands et des banquiers l'émergence des mentalités nouvelles. Rien n'est moins sûr si l'on jette sur cette histoire un regard plus moderne. C'est au cœur de la haute société que sont nées les idées nouvelles, à l'abri de la protection éclairée des seigneurs les plus ouverts ou les plus inconscients. Ce ne sont pas des bourgeois calculateurs et prudes qui préparent la chute de la monarchie. Ce sont des francs-tireurs de toutes les classes venus dans les salons de l'aristocratie par le seul effet de leur talent de plume et de réflexion. Et
C'est dans un milieu qu'on dirait aujourd'hui de droite que naît ce que l'on appelle la gauche. De cette histoire, l'infrastructure économique n'est que le décor. La pièce, elle, se joue entre des hommes qui choisissent, en connaissance de cause, de ruiner intellectuellement l'ordre ancien avant de le renverser par la Révolution. Les élites de l'esprit, philosophiques et réformatrices avant d'être révolutionnaires, ouvrent la voie au bouleversement du royaume de France. On dirait aujourd'hui, selon la formule volontairement anachronique qui sous-tend notre raisonnement, qu'au XVIIIe siècle, la gauche caviar de l'époque sert d'éclaireur à la gauche tout court. Rien n'illustre mieux ce paradoxe décisif que la vie extraordinaire de François-Marie Arouet, dit Voltaire, à qui l'on décernera le titre étrange, mais bien mérité, de fondateur de la gauche caviar. En apparence, François représente plutôt les intérêts de la bourgeoisie. Dans le catéchisme marxiste, il pourrait trouver sa place. Son père est notaire. Toute sa vie, il y sera compté. Poète très prosaïque, rêveur aux pieds sur terre. L'argent l'intéresse et le motive, et il fera dûment fortune. Gérant ses domaines et sachant faire fructifier son bien par une énergique industrie et d'habiles spéculations. Une gauche qui spécule. Voilà en réalité ce qu'ils sont. C'est-à-dire des acteurs financiers, qui ne profitent qu'à eux-mêmes. Rien de tout cela. Ainsi, il pourrait se faire le porte-parole de cette classe montante en adopter les mœurs et les préjugés, mais non. À 16 ans, il dit, je cite, « Je veux être homme de lettres ». Fin de citation. Son notaire de père lui rétorque avec le bon sens des gens de propriété, je cite, « C'est l'état d'un homme qui veut être inutile à la société, à charge à ses parents, et qui veut mourir de faim. » Fin de citation. Un moment résigné, Arouet, fils, suit les cours de l'école de droit. Il est rébuté par la grossièreté de la langue, les manières, la vulgarité des passions de rentier. Jean Aurieux, son biographe, explique sa déception. Je cite. « Le local, il l'appelle une grange. Jamais il ne se fera à ce milieu. Il lui faut des ducs et des princes pour être compris et des lambris pour s'épanouir. » Fin de citation. Telle est la vérité. L'écrivain en herbe est entiché de baronne et de titres. Bien loin de vouloir renverser la table, il guigne une place au banquet. Le rimailleur est un snob. Ainsi, toute sa vie, il cherche la compagnie, la reconnaissance, l'amitié des grands. On l'accuse d'avoir posé le premier échafaudage de la guillotine. Las. Loin de vouloir faire tomber les têtes, il ne pense que perruque, chapeau et couronne. Une duchesse l'embauche pour corriger ses vers. Voilà un début pour l'ambitieux qui veut des honneurs avant d'ironiser sur les préjugés. Génie de plume, il conquiert bientôt sa place d'homme de lettres et de mondain. Tout lui sourit, même les jeunes marquises. Lui qui n'a guère le physique d'un chérubin, avec sa bouche trop mince, son port malingre et son regard en biais, il fait rire. Ou enragé dans ses soupers qu'il domine de son esprit. Ses vers plaisent, ses sarcasmes amusent et sa conversation distrait. Son talent vaut presque quartier de noblesse. Presque, car son talent, un soir de 1726, fait que le destin le croise sous l'espèce d'un chevalier atrabilaire. Atrabilaire, trop conscient de son rang, c'est un Rohan qui en veut à Voltaire pour quelques moqueries. L'écrivain est reçu à dîner chez un aristocrate de ses amis quand un laquais se présente et lui glisse un billet. On l'attend en bas dans la rue pour une affaire urgente. Il se lève, sort de table, descend l'escalier et passe la tête dehors. Aussitôt, on l'agrippe. On le jette à terre et on le bastonne à grands coups de gourdin. À quelques pas, le chevalier de Rohan, dans son carrosse, observe la scène. Moulu de coups, saignant et déchiré, Voltaire remonte chez ses amis et demande de l'aide. Quand on apprend que Rohan est à l'origine du forfait, les visages se ferment, les conversations dévient. Et l'on fait comprendre à l'homme de lettres qu'il est décidément trop inférieur à l'homme de bien pour qu'on s'ameute en sa faveur. Humilié, brisé, mortifié, Voltaire constate les limites de l'amitié la plus chaleureuse dans la société des trois ordres. Il n'est pas aristocrate, qu'il se débrouille. Il veut tuer Rohan. Mais le chevalier menace de le faire assassiner préventivement. Voltaire s'exile en Angleterre, puis revient décidé à se venger. Quand il n'a rien d'un poltron, ses amis, cette fois, s'inquiètent et agissent. Plutôt que de prendre fait et cause pour lui, ils le font embastiller par le roi pour l'empêcher d'atteindre Rohan.
Voltaire est sauvé, mais doublement humilié. Son esprit supérieur et sa drôlerie cruelle pouvaient en faire un philosophe de cour aussi bien qu'un révolté. Il opte décidément pour l'ironie subversive. Quitte-t-il le monde ? Certes, non. Il est plus que jamais enragé de souper fins et d'hôtels particuliers. Mais désormais son talent insigne qu'il plaît tant en haut lieu sera donc dispensé pour miner préjugés et privilèges. Je pense, alors attendez. Il est plus que jamais enragé de souper fins et d'hôtels particuliers, ok, mais désormais son talent insigne, qui plaît tant en haut lieu, ok, d'accord, sera dispensé pour miner préjugés et privilèges. À la complication injuste des traditions héritées, Voltaire oppose la lumineuse simplicité de la raison, rendue redoutable et légère par la prose de la plus drôle du siècle. Rien n'échappe plus à l'acide de son style, ni la philosophie trop optimiste de Leibniz, ni les lugubres et très catholiques pensées de Pascal, ni les préceptes religieux, ni la désuétude de l'absolutisme. Voltaire émerge à l'ordre traditionnel, mais il en sape les fondements. Il invente la gauche caviar. Ses batailles contre les préjugés et contre l'Église en font un des éclaireurs de l'humanité. Alors, j'ai lu un peu plus que ce que je m'étais mis en note, mais c'est pas grave. On arrive au 3e chapitre. Donc là, on comprend, hein. Voltaire est à l'origine de cette gauche caviar. Il est invité à plusieurs dîners, mais néanmoins, il n'a pas un rang assez élevé pour être défendu par certains, au point où quand il s'en prend à Rohan, cette personne prend un forfait, donc va engager des personnes pour le faire battre. Prendre goût finalement à le voir ensemble détruit et humilié devant les autres, même ses amis. Donc après, il est obligé de s'exiler, on le voit. Il revient, les gens n'apprécient pas l'apercevoir de nouveau, le font enfermer, et finalement, il tombe dans les moqueries après de ce qui concerne les religions, entre autres l'Église, et il continue comme ça. Comme Diderot d'ailleurs. J'ai un livre de Diderot, je ne l'ai pas terminé, hein. Je suis peut-être à 60 pages, 70 pages, c'est que dalle, voyez-vous, sur 400 quasiment. Mais on voit vraiment son attaque contre l'Église, contre les chrétiens, contre le clérical, le clergé. C'est ce qui revient de toute façon dans leur société. Donc, quand il est question à un certain moment, vous savez, je dévie un peu, hein, mais c'est lié, d'une gauche qui finalement serait alliée, elle n'aurait pas créé, mais elle serait alliée d'un certain mouvement du sionisme, qui rêve dans les protocoles des sages de Sion de s'attaquer à l'Église. Et je vous avais dit, Hitler, quand il s'en est servi, il n'a pas attaqué les auteurs ni le message qui était véhiculé par ces protocoles, qui apparemment sont des faux. Mais il l'a continué, puisqu'il voulait réformer l'Église. Et donc on comprend en fait que Hitler n'était pas du tout une personne de droite, c'était un socialiste, un réformateur. Et en lisant, et je continue, voyez-vous, à prendre de la lecture et, comme on pourrait dire, de la bouteille, de l'âge et de la connaissance, j'ai vu pas mal de références, en fait, de Mein Kampf, que je n'avais jamais lu jusqu'à 2024. Et dedans, j'ai retrouvé des écrits de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules. J'ai retrouvé des références qui pourraient être liées à, comment il s'appelle, celui qui parlera après de stratégie avec sa femme, pas Broways, merde, comment il s'appelle, les Torches of Freedom, là. Les Torches de la tromperie, comme on les nomme. Édouard Bernays. Et dans Édouard Bernays, donc il est cousin de Sigmund Freud, donc il s'intéresse au subconscient, ce genre de choses, mais surtout, Édouard Bernays, donc publiciste, travaillant pour la propagande, et puis comme propagande, ça ne fait pas bien, sa femme lui dit plutôt qu'il faut parler de relations publiques, et c'est comme ça qu'on a ces termes qui sont employés, et tout ça, ça inspire en réalité, ça traverse, voyez-vous, l'océan, et ça atterrit en Allemagne. Et on le voit dans le livre Mein Kampf. Après, il y a plusieurs... il y a Mon combat, je sais plus, il y a 2 ou 3 livres d'Hitler. C'est pas une référence, mais c'est pour vous dire que loin du discours que l'on a par les enseignants publics qui sont bien à gauche, qui nous le vendent comme un patriote, comme quelqu'un qui serait en réalité de droite, non, c'est un socialiste qui visait à étendre un empire. Et quand on regarde dans ses revendications, on observe du malthusianisme par rapport à la conquête de territoire, et c'est incroyable parce que quand je fais fonctionner mes méninges,
Et je ne trouve pas ce discours ailleurs. J'invente rien. Je transforme, comme je vous disais. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé cette analyse ailleurs. Pourquoi ? Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est dingue. C'est qu'Hitler a finalement fait la suite de ce que voulait, et de ce qu'on retrouve encore d'ailleurs aujourd'hui prôné par Klaus Schwab, mais de ce qui préexistait dans la Révolution française par les socialistes, c'est-à-dire déposséder les gens de leurs biens et élargir le terrain. Et le malthusianisme, c'est on a une population qui augmente, donc la population de façon géométrique, de 4, 8, 16, 32, etc., je ne vais pas vous faire la suite des mathématiques, quand les ressources naturelles sont 1, 2, 4, sont 1, plus 1, plus 1, plus 1, etc., dans cet ordre-là. Et rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans l'Empire romain, Bracchus, je disais, je ne sais pas trop dire son nom, Bracchus ou Bracchus, bref. Ce personnage travaille finalement à rendre plus accessibles les terres parce qu'il voit qu'elles ne sont pas entretenues. Et il perd du produit, de la valeur et donc de la richesse. Ce personnage-là, avec son frère, va être une figure, enfin du coup ils vont être des figures pour ceux qui font la révolution, ce que l'on pourrait voir par Nesta Webster mondiale, puisque 1789 c'est ça, renverser la monarchie pour imposer une bourgeoisie, et dedans donc c'est rendre accessible le foncier, exactement ce qui était prôné avant. S'attaquer à l'église, donc ça c'était peut-être pas forcément, je ne sais pas, j'ai pas étudié assez l'Empire romain, mais on sait quand même que ce sont eux qui ont fait crucifier le Christ. Donc, continuons comme ça dans cette logique, et là on voit la même chose. C'est incroyable. Et rapidement, comme j'étais parti sur le protocole des sages de Sion, pourquoi je disais ça ? Donc Hitler n'a pas combattu, on voit qu'en fait Hitler est dans la succession de ce socialisme, d'un internationalisme. Voyez-vous ? C'est-à-dire, ils combattent l'internationalisme de mondialisation de commerce, de ce genre de choses, mais ils sont pour l'internationalisme des idées. Voyez ? L'universalisme de leurs dogmes. Comme c'était dit par Gustave Le Bon à une certaine époque. Il disait, ils sont comme, voyez-vous, le spiritisme ou autre. Ils veulent se revendiquer d'un nouveau courant. Et là, on le voit, ce sont des réformateurs. Comme celui qui avait fait New Harmony depuis son Angleterre, puisque l'Angleterre est quand même, voyez-vous, comment je pourrais dire ça, un tremplin pour ses idées, pour ses réformateurs et bien d'autres choses. Et si je continue dans cette idée, les protocoles des sages de Sion, on nous disait c'est un complot depuis le tsar Nicolas II, où finalement il fallait, voyez-vous, l'inquiéter, il fallait qu'il rentre en guerre. Et on nous dit, c'est Ratzinger, je crois, un truc comme ça, je sais plus, Ratchowski, je sais plus le nom en tête comme ça, mais voilà, en fait, on nous dit, c'est pas un complot depuis Paris et depuis les sectes, comme c'est dénoncé par un qui récupère ses écrits, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est un complot de 3 personnes. Donc en fait, on nous dit, arrêtez d'être complotiste, croyez au complot qu'on vous dit. C'est exactement ça, hein, les protocoles. Et quand on se penche dedans, donc on voit que c'est l'attaque contre l'Église, etc. Et que dans le Grand Paris, on s'aperçoit finalement que dans ces dîners de haute bourgeoisie, d'aristocrates et de bien d'autres, ils sont finalement en train de se marrer quand ils se moquent de la religion chrétienne. Et ils sont anti-cléricaux. Et ils favorisent finalement l'évincement de la présence de l'Église au niveau de l'Europe. En France, comme un peu partout. Tout ce qui est de l'ordre de la corporation, tout ce qui est de l'ordre qui défendrait un métier et on va dire certains habitants, ça ici attellent à l'effriter. Ils veulent un universalisme, un problème global pour que finalement de ce qui est créé en condition, ils viennent à y ajouter la solution qu'ils ont désirée, à savoir l'évincement de l'Église, puisqu'il y avait une doctrine qui appelle à l'ordre, à une certaine retenue dans ses comportements, alors qu'eux, ils veulent la liberté, interdit d'interdire. Ce qu'on retrouvera plus tard. Et dans ça, donc, je vous avais lu le livre, comment il s'appelle là, ça, il y a des choses qui m'échappent, il y a tellement de lectures aussi que... Berkov, je crois, non, c'est pas Berkov, je sais plus comment il s'appelle, Taguieff plutôt, Taguieff, des fois je les confonds les deux. Taguieff, il nous a dit, donc il nous a écrit un livre, etc., sur justement le mouvement sioniste et particulièrement sur les protocoles des sages de Sion, faux, usage de faux. Pourtant, dedans, j'ai relevé plein d'indications qui nous montrent qu'il y a de fortes probabilités que finalement, c'est bien été un texte officieux écrit à Paris, par ces sectes maçonniques,
qui visent donc pour certains leur privilège, puisqu'ils veulent le retour à Sion, non pas depuis l'ordre établi par Dieu et la volonté du Créateur qui leur mettra le retour comme c'est indiqué dans la Bible, par la Nouvelle Jérusalem, les 144 000 élus, etc. Eux, ils veulent y aller en conquête de leurs propres mains d'hommes. Et donc, ils sont capables de s'allier aux Rothschild, à James particulièrement, à faire des crimes, etc., à sacrifier de la population. Comme je disais, souvent, on nous dit que Sion était la dernière direction qui pouvait s'offrir à eux, ce qui est faux. Theodor Herzl, en 1900 et quelques, même au congrès qui précédait 1893 et compagnie, mais c'est plutôt en 1905, il me semble, par là, 1907, où là, il est dit non, on ne veut pas de l'Ouganda. Et on m'a dit, mais t'es stupide, arrête de focus sur l'Ouganda. Vous voyez, parce que les gens n'apprécient pas que j'ai mon analyse. Ils préfèrent me dire stupide. Alors que ce que je suis en train de déclarer sous l'Ouganda est d'une haute intelligence. Parce que globalement, dans la situation de la France, on nous laisse entendre que si on explique que Sion et toute la division qui ont eu lieu après, les divisions qui ont eu lieu après, étaient finalement orchestrées, on nous dirait que c'est antisémite. Mais moi, je dirais que Theodor Herzl, dans ces cas-là, était lui-même antisémite. Puisque quand on lui propose l'Ouganda, il commence à être favorable, il s'en remet à certains rabbis, etc. Et là, d'un coup, changement de direction, non, on ne veut pas d'Ouganda. Et pendant ce temps-là, il y a encore des gens qui sont victimes de pogroms, des juifs qui crèvent. Et ils en ont des références. Et dans le livre de Taguieff, on apprend qu'à un moment, il y en a 50 juifs qui sont sacrifiés. Et pour l'instant, ils ne veulent toujours pas lâcher de mou pour aller en Amérique ou encore en Ouganda, parce qu'ils décident d'aller en Palestine. C'est ça qui est incroyable. Et la personne, il y en a un particulièrement qui me disait « Mais t'es bête, t'accentues dessus. » Non, c'est d'une haute importance. Ça prouve leur hypocrisie. Ils n'étaient pas là pour protéger les leurs, comme il le disait. Au contraire, ils pouvaient en sacrifier. Et donc ça veut dire que derrière, s'ils sont capables de sacrifier 50 personnes en une journée et de ne même pas bouger talon, que pouvons-nous dire dans leur ordre de sacrifier ceux de leur communauté qui ne voudraient pas? Vous voyez, les modérés, ils sont pas utiles à leur cause. Donc, si on peut pousser à un crime, si on peut privilégier à ce qu'il y ait un crime qui soit fait, non pas contre les initiés, non pas contre ceux qui vont pouvoir partir à temps et être sauvés et partir en Amérique, en Angleterre, exercer leur métier, etc. Non, les autres que l'on va laisser un peu dans le brouillard, favoriser une radicalité d'un côté. Comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que Hitler n'était donc pas un droitard pour son peuple, etc., était un agent qui en réalité a perpétué la suite des protocoles des sages de Sion. Et donc, que derrière, il y a massacre. Et que si je tenais ce propos sans avoir mon raisonnement qui a précédé, on me dirait antisémite. Mais si maintenant j'arrive à expliquer que depuis Theodor Herzl, ils sont capables d'en faire sacrifier certains sans avoir une seule larme qui coule, là d'un coup, c'est plus la même chose. Je commence à avoir une balance. Il commence à y avoir de la réflexion qui peut émerger chez certains, au lieu d'entrer directement dans l'émotionnel. Et donc, je vais conclure par rapport à ça. Si on arrive, là ça fait beaucoup de si qui s'y ajoutent. On dirait que des si on coupe du bois, on met pareil en bouteille, mais en fait c'est une validation. Hein. Ce que j'entends par là, c'est que dans le tout Paris, on s'aperçoit qu'il y a des Voltaire, des Diderot et bien d'autres, et ceux qui ont précédé pour les révolutions, des... comment il s'appelait l'autre là, Babeuf et compagnie. Tout cela, ils visent un universalisme de leur socialisme. Pour ce faire, ils ont peut-être besoin d'une capitale, peut-être besoin d'une alliance de ceux qui possèdent énormément de richesses. Et là, on comprend la gauche caviar un peu plus en profondeur de ce qu'elle est. J'entrerai plus en détail par la suite. Là, je peux pas forcément vous éclairer. Consultez mes vidéos, celles que j'ai faites sur les protocoles des sages de Sion. Revenez sur mes analyses au niveau du socialisme, de certains acteurs que j'ai déjà cités. Écoutez en longueur cette vidéo-là d'aujourd'hui, la partie 2 de la gauche caviar, et déjà mettez ça en correspondance, et vous verrez pour 2025 ce qui arrive. D'accord ? Je vous remercie pour votre écoute. On devait aller un peu plus loin aujourd'hui, mais ça ne va pas être le cas, puisque j'ai d'autres activités qui se font. La prochaine fois, on fera peut-être 1h30 d'émission pour 1h30, 2h pour conclure
ce livre. J'espère que vous avez quand même apprécié la lecture. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces contenus. Comme YouTube m'a censuré pour le moment, c'est Odyssée qui prend le relais. Et puis bon, j'ai l'activité professionnelle à côté, donc on va réduire la cadence dans la production de vidéos. À très bientôt, la vérité est notre avenir. Par la chrétienté, nos valeurs sont ancrées, c'est ça qui est magnifique. On voit très bien que de toutes parts nous sommes attaqués, république, sionisme, islamisme, islam également. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous tenons la parole de vérité et nous ne devons pas être en colère face aux autres, être dans la détestation de personnes selon une pigmentation, une ethnie ou encore une religion. Offrez-leur le pardon. Vous voyez, c'est ce que je fais depuis un certain moment sur Internet. C'est-à-dire, condamnons les criminels qui font n'importe quoi et établissons des statistiques ethniques, continuons l'analyse que l'on vient à peaufiner jusque-là. En revanche, accordons le pardon aussi et soyons justes avec ceux qui n'ont rien fait. Puisqu'il y en a beaucoup qui rejoignent une religion, ne l'ont pas encore étudiée en profondeur, et donc sont dans l'ignorance. Ils pratiquent un culte dans l'ignorance. Et quand ils vont se rendre compte des choses immondes, atroces, abjectes, ils vont en ressortir rapidement. Ne vous en faites pas. Dieu est puissant, le Fils Jésus-Christ, Fils de Dieu Tout-Puissant, est également, voyez-vous, dans une performance, et donc il viendra remettre l'ordre. Contrairement à certains qui attendent des pierres et des arbres parler, il n'y a que leur imaginaire, voyez-vous, dans l'illusion, pris par le serpent, ils auront certainement une sonnette qui leur parlera, mais pendant un temps. Le Christ est puissant et les condamnera. Ceux qui sont justes et qui arriveront à se repentir à temps, voyant des têtes coupées, voyant des atrocités, eux pourront être sauvés. Pour ce faire, reconnaissez Jésus-Christ en Fils de Dieu. Alléluia. Et je dis que notre victoire est assurée. À très bientôt.